السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد. عرف فوزية معكم في هذا البرنامج خاص بشؤون المرأة. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver dans le cadre de l'émission Femmes au pluriel. La question de la femme y sera traitée et je vais commencer directement avec notre invitée, notre première invitée de l'émission Femmes au pluriel. Alors, Madame Hafida Bachir, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission consacrée à la question de la femme. Alors, vous êtes présidente nationale de Vie féminine, un mouvement né il y a quelques années. Vous allez nous en dire quelques mots avant de parler de l'actualité au féminin. Donc, Vie féminine est un mouvement qui date de 1921, qui est né dans le contexte du développement du milieu ouvrier et qui s'est adressé très rapidement aux femmes de ce milieu. Donc, Vie féminine est un mouvement d'éducation permanente, c'est un mouvement féministe qui travaille avec les femmes dans les quartiers, dans les villages. Nous sommes implantés en Wallonie et à Bruxelles. Nous sommes implantés du côté de la région wallonne, aussi en région germanophone. Et donc, nous avons un public principalement des femmes des milieux populaires. Nous travaillons en tout cas en priorité avec les femmes des milieux populaires. Et donc, évidemment, ce public varie selon les régions, puisque à Bruxelles, ici, nous touchons beaucoup de femmes de l'immigration, ce qui est moins le cas parfois dans d'autres régions en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous l'avez dit, Madame Bachir, Vie féminine a été créée pour lutter contre les inégalités subies par les femmes. Quelles sont les inégalités qui sont récurrentes jusqu'à nos jours ? Alors, les inégalités sur lesquelles on est fort mobilisé pour le moment et qui étaient déjà présentes au moment de la naissance du mouvement, c'est les inégalités économiques. On travaille beaucoup sur la question de l'autonomie économique des femmes, donc c'est-à-dire de pouvoir avoir sa propre autonomie indépendamment de toute autre personne. Et donc on sait que ce n'est pas évident pour les femmes, on sait très bien qu'il y a toute une série de responsabilités qu'elles portent et qui font que ce n'est pas évident d'avoir une autonomie économique. Beaucoup de femmes s'occupent de leurs enfants, ne travaillent pas, ou bien quand elles travaillent, elles n'ont pas nécessairement des revenus contrats précaires qui font que l'autonomie économique reste aujourd'hui une question essentielle pour les femmes. Donc ça, c'est une des priorités, c'est lutter contre les inégalités économiques. Et au niveau de l'actualité, il faut quand même se rendre compte que les choses sont assez difficiles aujourd'hui. On y reviendra là-dessus. On y reviendra. D'autres inégalités sur lesquelles on travaille, ce sont des questions de violence, et tout particulièrement de violence conjugale. On sait aussi que la question des violences conjugales reste un problème très crucial aujourd'hui dans notre société. Violences conjugales qui sont liées à tous les milieux. Mais on sait très bien que quand on cumule des problèmes d'autonomie économique, les questions de violences conjugales sont encore vécues autrement. Donc ça, c'est des violences, c'est la lutte contre les inégalités qui sont liées aux violences ou bien au sexisme. On a pas mal travaillé, on continue à travailler sur les questions de sexisme, que ça peut aller des questions de l'insulte dans l'espace public jusqu'à des questions plus institutionnalisées, c'est-à-dire la manière dont les femmes sont traitées dans le milieu du travail ou dans d'autres milieux, le peu de femmes qui sont représentées dans certains milieux. Donc tout ça, c'est lié à la question du sexisme. Donc ça, c'est quelques inégalités sur lesquelles on travaille. Et qui sont récurrentes. Et qui sont récurrentes et qui font partie de tout un système, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve pas de manière isolée. On va aussi se rendre compte que quand une femme, par exemple, est d'un certain milieu culturel et qu'elle cumule des problèmes économiques, eh bien, ce sont plusieurs discriminations ou plusieurs inégalités qu'elle vit et qui font que ce n'est pas évident. Donc on est aussi attentif à la manière dont les inégalités s'accumulent parfois sur une personne, évidemment, quand on est d'origine étrangère, quand on est pauvre, quand on vit des situations de sexisme, ça cumule un peu les problèmes. Justement, Vie féminine s'adresse à toutes les femmes qui veulent lutter, comme vous venez de le dire, contre les inégalités culturelles, sociales et économiques. Comment est-ce que vous sensibilisez votre public aux thématiques abordées ?
Alors, tout d'abord, j'ai beaucoup parlé des inégalités qui sont, enfin, de notre combat quelque part féministe, mais il faut savoir qu'on a une démarche qui est privilégiée, qui est la démarche d'éducation permanente, qu'on appelle la démarche d'éducation permanente. Donc, on est reconnu comme mouvement d'éducation permanente. Alors, l'éducation permanente, c'est quoi? C'est d'abord aller vers les femmes, les rassembler, les mettre ensemble. Donc, l'aspect collectif, le groupe est super important pour nous. Travailler à partir de leur réalité, donc c'est à partir des réalités qu'elles amènent, qui font l'objet de discussions. Prendre conscience que ces inégalités ne sont pas quelque part individuelles, quoi. Que ces inégalités, bon, il y a d'autres femmes qui malheureusement les partagent, donc de pouvoir aussi faire ce partage collectif autour des inégalités ou des envies aussi qu'on a par rapport à des changements, de les partager et de se rendre compte qu'on est plusieurs à vivre ces inégalités, plusieurs à vouloir changer les choses. Et d'arriver à des actions qui visent le changement. Ça, c'est la particularité de notre démarche. C'est qu'on part des réalités de vie des femmes, mais on va jusqu'au changement individuel et collectif. Donc, tout le travail qu'on est amené à faire, qui est un travail un peu culturel sur les mentalités, amène les femmes à se renforcer, à défendre leurs droits individuellement, à pouvoir se positionner dans d'autres lieux de la société, pouvoir prendre la parole pour une autonomie réelle, pour un travail d'émancipation individuelle, mais aussi collectif. C'est-à-dire que, comme mouvement, on est un mouvement de pression. Donc, on fait tout un travail à partir de ces réalités de vie des femmes. On arrive à avoir vraiment une parole de mouvement qui défend à la fois les femmes, les droits des femmes, qui défend le respect de leurs droits, mais qui aussi essaye d'influencer les politiques publiques. C'est tout un pan de votre travail, c'est l'interpellation politique. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est fort lié à ce travail culturel qu'on fait avec les femmes. Donc c'est à partir de leur réalité de vie, à partir de leur expression, à partir de cette construction qu'on fait collectivement, qu'on arrive, comme mouvement, à interpeller, à porter des paroles, à avoir des revendications, à faire ce travail, un peu de lobbying, comme on l'appelle. Mais il est intrinsèquement lié à ce travail d'éducation permanente. Et quelles sont justement les retombées? Est-ce que vous pouvez évaluer un petit peu vos actions? Oui, on peut les évaluer. C'est-à-dire qu'avec d'autres organisations de femmes, on a pu porter pas mal de dossiers. Si on regarde un petit peu en arrière sur les 10 dernières années, avec d'autres organisations de femmes, et à partir des problèmes qu'on a pu rencontrer dans nos groupes, on a pu vraiment épingler les problèmes cruciaux de non-paiement des pensions alimentaires. Et on est arrivé à obtenir le service des créances alimentaires. Il a été créé parce que les mouvements, les organisations se sont mises les organisations sont mises ensemble pour interpeller les politiques, notamment ici au niveau fédéral, et le service des créances alimentaires a été créé. Alors, il n'a pas été créé selon le schéma, ce qu'on voulait absolument, mais n'empêche qu'il existe aujourd'hui, il demande à être amélioré. On a pu obtenir aussi une loi qui balise quelque part toutes les questions de violence conjugale. Il y a plus récemment une loi sur le sexisme. Il y a eu aussi, en tout cas dans le domaine des violences conjugales, il y a eu pas mal d'avancées, en tout cas de prise de conscience, tant des institutions que des politiques, que ce problème il doit être enrayé. Il y a encore des choses à changer, à améliorer, mais n'empêche qu'il y a quand même une prise de conscience. Il y a encore des améliorations à faire en termes de la manière dont on accueille les femmes, de la manière dont on prend en compte leurs paroles, le non-jugement apporté sur elles. Mais il y a quand même des choses qui avancent. Alors il faut savoir que c'est étonnant que ça puisse paraître, l'égalité entre les hommes et les femmes n'est inscrite dans la Constitution que depuis 2012. Alors on pourrait se dire, tiens, pour un pays comme la Belgique, il a fallu du temps. Mais parfois, les choses ont du mal à suivre. Mais ce n'est qu'un principe. Mais n'empêche que ce n'était pas dans la loi. Donc on a pu quand même obtenir une série d'avancées. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur le fait que les femmes continuent à vivre des discriminations et des situations difficiles. Parce qu'il fut quand même un petit temps où on était un petit peu remise en question dans les analyses qu'on pouvait faire en disant les femmes elles exagèrent toujours, elles en veulent toujours un peu plus. Non, et statistiquement, les inégalités sont là. Et donc il y a vraiment une prise de conscience, je pense, collective. Maintenant, dans les faits, il reste du travail encore à faire. Les droits des femmes ne sont pas toujours respectés. La manière dont on accueille les femmes, ce n'est pas toujours ça. Il reste aussi énormément de précarité et d'inégalités économiques sur lesquelles, évidemment, on met
un paquet, parce qu'à ce niveau-là, il y a eu quand même un retour de manivelle, il y a eu un détricotage des droits socio-économiques des femmes depuis les 30 dernières années. On a beaucoup incité les femmes à rejoindre le marché du travail. On a fait en sorte qu'elles puissent avoir des facilités, disons, en termes de temps partiel et des choses comme ça pour rejoindre le marché du travail. Mais ça reste des contrats précaires. Ça reste des contrats précaires. Et puis on a surtout détricoté, on a enlevé certains droits qu'elles avaient en termes de complément chômage et des choses comme ça. Et qu'il n'y a pas. Alors concrètement, comment est-ce que vous organisez vos activités pour justement promouvoir l'émancipation, l'autonomie et la défense des droits? Alors, on fait, comme je le disais tout à l'heure, un travail dans les quartiers, c'est-à-dire qu'on a des groupes de femmes. Alors, ça change de manière de se rassembler, ça peut changer d'un endroit à l'autre. Il y a des espaces femmes, ici sur Bruxelles, on a des maisons mosaïques, on a des groupes locaux qui se réunissent parfois dans des lieux publics, hein, dans des centres culturels, dans des locaux qui sont prêtés par d'autres organisations, ou parfois des locaux qu'on loue nous-mêmes. Donc, c'est vraiment très variable. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de rencontrer les femmes. Et la manière de le faire peut varier vraiment d'un endroit à l'autre. On travaille alors sur certaines thématiques, prioritairement, même si on laisse beaucoup d'espace au vécu. Il y a des activités qui sont liées, par exemple, il y a des activités qu'on appelle créatives chez nous et qui sont vraiment des espaces pour pouvoir aussi faire en sorte que les femmes sortent de chez elles, puissent se rencontrer, puissent aussi échanger sur leur vécu. Donc, ce sont des activités quelque part. C'est le premier pas pour justement... Ça peut être un premier pas, comme un groupe de parole sur des questions de violence conjugale peut aussi être un premier pas, ou bien un espace droit sur les questions économiques. Par exemple, on a fait beaucoup d'informations ces derniers temps sur les dernières mesures, les changements qu'il y a eu au niveau fédéral, en termes de chômage, en termes d'emploi. Donc, on a quand même développé pas mal d'activités. Alors, il y a des formations aussi, des actions. Il y a des formations, évidemment, qui viennent un peu soutenir l'engagement des femmes. Il y a des cours, on a aussi des services, on a des écoles de promotion sociale, on a des services d'insertion socio-professionnelle. Et voilà, donc c'est très... en fait, notre démarche a été aussi de pouvoir partir des réalités de vie des femmes pour faire le travail politique dont je parlais, mais aussi pour répondre à leurs besoins. Donc le mouvement a créé des services pour pouvoir répondre aux besoins des femmes. C'est le cas, par exemple, de tous les services qu'on a pu développer au niveau de la petite enfance, de l'accueil de l'enfance. On a énormément de services d'accueillantes conventionnés à domicile, mais aussi des services collectifs, des haltes accueil, des services de garde d'enfants malades. Donc voilà, c'est très varié, à l'image de ce que peuvent vivre les femmes, hein, parce que dans une région, le besoin va être de tel type, et dans une autre région, il va être tout à fait différent. L'alphabétisation, c'est aussi... Effectivement, on a énormément de cours d'alphabétisation dans les régions, évidemment, où on rencontre un public qui a ces besoins-là. Donc, à Bruxelles... Est-ce que c'est un facteur d'émancipation? Bien sûr. Pour nous, l'alphabétisation n'est pas une alphabétisation fonctionnelle. C'est-à-dire, on n'apprend pas à écrire simplement pour pouvoir lire l'alphabet et bien appliquer les règles grammaticales. Hein. On est vraiment très loin de ça. Donc, on applique vraiment notre démarche d'éducation permanente, qui est de faire en sorte que l'espace qui est là puisse être un lieu d'émancipation, de pouvoir aussi être informé sur ses droits. Voilà, donc c'est vraiment un cheminement qui peut être mis en parallèle avec d'autres projets qu'on mène avec des femmes et qui n'ont pas besoin d'alphabétisation. Donc pour nous, la démarche reste la même. C'est une démarche d'éducation permanente. La particularité qu'on a, nous, au niveau de nos projets, de l'ensemble de nos projets, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, c'est de travailler en non-mixité. C'est-à-dire la non-mixité, pour nous, est essentielle. C'est un outil de travail. C'est une manière pour nous de rencontrer, de faire en sorte que les femmes puissent se renforcer, puissent être outillées pour pouvoir investir d'autres lieux. Donc c'est vraiment un outil de travail. Quand on vous dit que ce n'est pas un facteur d'intégration? Alors c'est mal connaître le travail en non-mixité, parce qu'il ne suffit pas de mettre un homme, ou deux hommes ou trois hommes dans un groupe de femmes pour avoir l'égalité. Au contraire, ce sont les hommes qui vont prendre la parole. Ce sont les hommes qui vont occuper le terrain et les femmes ne parleront absolument plus de leur réalité de vie. Donc c'est se tromper royalement que de croire que la mixité garantit l'égalité. On est
pas du tout là-dedans. Au contraire, le fait de travailler en non-mixité, en tout cas pour les femmes, je ne dis pas pour les organisations qui travaillent avec les hommes, il ne faut pas faire de symétrie entre les deux démarches. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui vivent des situations d'inégalité, de domination. Et donc, avec les femmes, il faut travailler en non-mixité si on veut les renforcer, si on veut leur donner les outils pour qu'elles puissent se situer dans des espaces mixtes. Parce que, regardez autour de vous, tout ce qui est en dehors des mouvements de femmes est mixte. C'est-à-dire, vous allez à l'école de votre enfant, c'est mixte. Vous allez dans votre milieu professionnel, en général, c'est mixte. Tous les lieux, l'espace public est mixte. Donc, c'est important d'avoir des lieux de non-mixité pour pouvoir renforcer les femmes. Les prises de parole, voilà, nous, on peut être habitué à prendre la parole, mais à quel prix? C'est-à-dire qu'on a dû, à un moment donné, cheminer, faire un travail entre femmes, collectif, pour pouvoir se renforcer. Et donc, c'est important de pouvoir donner ces espaces-là pour que les femmes puissent prendre la parole et le faire dans des lieux mixtes. Et avoir un bagage pour vous défendre ses droits. Bien sûr. Donc, il y a à la fois la forme, c'est-à-dire d'oser, de prendre la parole, de pouvoir s'exercer à prendre la parole, mais aussi en termes de contenu. C'est-à-dire qu'on va plus facilement parler de lutte contre les violences conjugales, de droits des femmes dans un espace non mixte que dans un espace mixte. En tout cas, on en parlera différemment. Alors, justement, vous en parlez, vous avez, on va faire peut-être un coucou, c'est la journée de l'alphabétisation demain. Vous dites que c'est vraiment un moyen d'émancipation et d'autonomie. Vous le faites, donc on fait aussi un coucou à toutes les associations qui travaillent dans ce sens. Bien sûr, c'est un travail qui reste essentiel et surtout dans le contexte politique qu'on connaît, où il y a beaucoup de contraintes sur les participants et les participantes. C'est-à-dire les personnes qui sont en situation d'analphabétisme, en mettant tous les guillemets du monde, ils sont vraiment dans des grosses contraintes. C'est-à-dire on les oblige à suivre des cours. On va les envoyer. Donc le CPS va les contraindre à suivre des cours. Il y a des parcours d'intégration qui sont nés un peu partout. Et donc toute cette pression qu'il y a fait en sorte que la motivation, elle change. Et donc pour nous, c'est important que le processus d'alphabétisation se fasse dans des espaces non contraignants et qu'on puisse réellement vivre l'apprentissage comme quelque chose d'émancipateur et pas de contraint. Donc ça, c'est le message que je lance tout particulièrement à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, c'est qu'il n'y a pas d'alphabétisation. Si on la pense en tant qu'émancipation, il n'y a pas d'alphabétisation dans la contrainte. Justement. Alors, vous dites, d'ailleurs, c'est votre slogan, la solidarité, l'égalité pour changer. Alors, comment est-ce qu'on change une vie en apprenant à être solidaire et à défendre ses droits pour être égal à l'homme? Donc la solidarité, d'abord, on est dans une société où ça ne va pas de soi. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup de solidarité autour heureusement, mais donc on découvre ça comme si c'était exceptionnel. Mais la société qui est la nôtre aujourd'hui, elle est plutôt en train de donner des injonctions pour que chacun s'occupe de lui-même, en disant bon on va plutôt monter les gens les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'on va monter le travailleur contre le chômeur contre celui qui a des allocations du CPS, le CPS contre c'est ce qu'on entend aujourd'hui, contre les demandeurs d'asile, etc. Donc on est dans une société où on est en train d'opposer les pauvres entre eux. Et alors qu'on sait très bien que la solidarité est une voie aussi d'émancipation. Elle permet aussi de pouvoir vivre des choses et de pouvoir se soutenir à des moments qu'on vit qui peuvent être difficiles. Donc la solidarité, elle est essentielle. C'est une voie d'émancipation. Et donc quand on prône la solidarité, ça doit se vivre. Il ne suffit pas de dire il faut être solidaire. Ça doit se vivre au quotidien. Ça doit s'organiser aussi. Alors, ça peut s'organiser, mais il ne faut pas qu'elle soit artificielle non plus. Parce qu'on peut être solidaire à un moment donné en allant... on est dans un contexte qui n'est pas anodin, en allant porter un colis à des personnes qui sont réfugiées. Mais il faut que ça soit dans des relations égalitaires. C'est-à-dire qu'on apporte un colis, mais la personne... qu'on a en face de nous, elle a autant à nous apprendre que... Donc,
quelque part, la relation égalitaire et de respect et de non-jugement est essentielle pour vraiment avoir une vraie solidarité. Il ne faut pas que la solidarité devienne une injonction, comment dire ça, juste pour soutenir l'autre et qui n'a rien. La solidarité, elle se vit aussi en dehors des aspects matériels. Hein. Ça peut être des solidarités pour, de soutien à des moments difficiles. Ça peut être des solidarités collectives dans des groupes. Ça peut être des solidarités. Nous, on a beaucoup travaillé dans le cadre de la marche mondiale, dans des solidarités aussi internationales avec d'autres organisations de femmes qui ont autant à nous apprendre et qui sont situées dans d'autres pays du monde et qui ont autant à nous apprendre que nous, on pourrait... Enfin, on pense souvent que ce sont les pays occidentaux qui ont le savoir et les féministes occidentales qui ont le savoir. Ben ça, c'est déjà se tromper de combat. Je pense que la solidarité, elle ne peut pas aller que dans ce sens-là. Vous avez le mouvement Vie féminine a soumis, a interpellé le politique en soumettant des conditions justement pour arriver à cette solidarité, à une égalité de droits. Vous en avez, donc il y a les 12 conditions pour une société égalitaire, solidaire et juste. Ouais. Où est-ce que ça en est donc, alors, ce sont des conditions pour une société égalitaire, solidaire et juste. Donc ce ne sont pas nécessairement des mesures concrètes, des revendications, mais on les décline à travers toute une série de dossiers. Notamment, nous, dans ces conditions, il y a une condition qui porte sur le type d'emploi que nous, on rêve d'avoir en tant que femmes, l'emploi qui garantit vraiment une autonomie financière. Et donc, pour avoir un emploi qui garantit une autonomie financière, il y a la création d'emplois de qualité. Mais l'emploi de qualité, on ne peut pas simplement dire on a un emploi temps plein pour dire on est dans un emploi de qualité. Il faut aussi qu'il y ait des services qui sont développés, qui permettent aux femmes d'investir le milieu professionnel en toute confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a des injonctions qu'on renvoie aux femmes en disant il faut travailler, mais il n'y a pas de services qui suivent. C'est-à-dire on est dans un taux de couverture au niveau de l'accueil de l'enfance qui est dérisoire par rapport à l'insertion, par rapport au nombre de femmes qui sont insérées sur le marché du travail et par rapport à la volonté politique de pouvoir faire en sorte que les femmes travaillent. Donc, les femmes, elles continuent à porter toute une série de responsabilités familiales, éducatives, domestiques. Et quand on les appelle à prendre un boulot, par exemple quand elles sont convoquées à Actiris, au Forum, dans le cadre de l'activation, on va pas leur demander si elles ont une solution pour leur enfant. On ne va pas nécessairement leur proposer. Ou alors elle va être très précaire sur une courte durée. Mais donc, ne pas voir globalement les femmes comme si elles étaient toutes seules, comme si elle n'avait pas de charge, c'est vraiment se tromper de combat. Donc l'emploi de qualité, il ne peut pas se limiter uniquement au nombre d'heures ou au type de contrat. C'est essentiel, donc il faut que ça garantisse aussi une protection sociale qui est importante. Donc il ne faut pas non plus qu'on se retrouve avec des droits diminués, mais il faut aussi que les services suivent, qu'il y ait une possibilité de mobilité. Aujourd'hui, il y a aussi des exigences pour qu'on puisse accepter des emplois qui sont à 60 km de son domicile. Ça, c'est les réglementations fédérales. C'est des situations. Donc, on voit bien, on comprend bien qu'il y a tout un travail de fond que vous faites auprès des politiques, donc justement pour attirer l'attention sur les conditions de vie ou la situation des femmes. Comment est-ce que vous ralliez justement les femmes à votre combat pour interpeller le politique ? Alors, la démarche que j'ai expliquée inverse le processus, c'est-à-dire que c'est à partir des femmes qu'on arrive à ce travail politique. Donc, les femmes, quelque part, elles sont déjà présentes. Maintenant, il y a des moments d'action sur l'espace public, il y a des interpellations aussi qu'on fait collectivement. Mais donc, quand on va porter une revendication, voilà, moi j'ai une casquette qui est celle de présidente nationale. Ça m'arrive souvent de pouvoir rencontrer les décideurs et de pouvoir porter certaines revendications. Toutes ces revendications, même si les femmes ne sont pas là, elles sont ancrées dans leur réalité de vie. Elles sont vraiment ancrées dans le quotidien des femmes et c'est à partir du travail qu'on fait avec les femmes qu'on arrive à défendre telle ou telle position. Maintenant, ce qu'on fait aussi, c'est on ne travaille pas toute seule, c'est-à-dire qu'avec d'autres associations de femmes, on a créé pas mal de plateformes aussi. Justement, donc, pour contester les mesures d'austérité, je pense que prises donc, par le gouvernement et qui touchent majoritairement les femmes, on l'a bien vu,
une grande majorité d'exclus du chômage, ça a été des femmes en 2015, en janvier 2015. Vie féminine s'est bien sûr mobilisée, a mis sur pied donc cette plateforme. Peut-être nous parler de cette plateforme. Quels sont ses objectifs et comment est-ce qu'elle a mené le débat avec le politique? Oui, donc la plateforme, c'est la plateforme féministe socio-économique. Tous les mots ont leur importance. Elle a été créée en 2012, donc c'était avec le gouvernement Di Rupo, quand on s'est rendu compte qu'il y avait sur la table toute une série de mesures qui allaient avoir un impact désastreux sur les femmes. Et on voit les résultats aujourd'hui. Et c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Notre première revendication au niveau de cette plateforme, c'était de demander l'application d'une loi qui porte un drôle de nom, qui s'appelle la loi du gender mainstreaming. Donc c'est une loi qui date de 2007 et qui, quelque part, oblige le niveau fédéral, le gouvernement, à mesurer, quelque part, à faire en sorte que les mesures qu'il prend, les politiques qu'il développe, ait un impact qui ne soit pas désastreux pour les femmes. C'est-à-dire, il doit voir si l'impact est différent pour les hommes et pour les femmes. Donc, de mesurer l'impact s'il est différencié pour les hommes et pour les femmes. Si cette loi avait été appliquée, on n'aurait pas eu les mesures déjà du temps du gouvernement Di Rupo. Et encore moins maintenant. Et encore moins maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le gouvernement Di Rupo, on a pu quand même obtenir les arrêtés d'application, parce que c'est une loi qui n'a pas fait l'objet d'arrêtés d'application pendant de longues années, et ce n'est pas pour rien. Je pense que si on n'a pas pris les arrêtés, c'est pour ne pas l'appliquer. Et malgré que les arrêtés existent aujourd'hui, elle n'est pas appliquée par le gouvernement actuel. C'est-à-dire que le gouvernement actuel a rajouté une couche de mesures qui vont avoir un impact désastreux pour les femmes. Je vais en citer deux. C'est le rabotage de 50% de l'allocation de garantie de revenus. L'allocation de garantie de revenus, appelée AGR, c'est le complément chômage. Donc une personne qui travaille à temps partiel, dans certaines conditions, elle a droit à un complément chômage. Eh bien, ce complément chômage, il va être diminué de moitié. Ça, c'est sur la table, c'est dans l'accord du gouvernement. Ça n'a pas été encore décidé. Donc, nous, c'est un peu sur ça qu'on travaille pour le moment. On a eu des rencontres avec le ministre de l'Emploi qui est en train d'analyser comment réduire les dégâts. Mais n'empêche que la mesure, elle est là. Donc, si on retire ce complément chômage, c'est de nouveau le détricotage des droits socio-économiques des femmes. Ce sont les femmes qui sont concernées majoritairement par ça. Plus de 70%, ce sont des femmes en temps partiel. Ça, c'est une mesure. Et l'autre mesure qui est un chantier beaucoup plus vaste, c'est la réforme des pensions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pensions, les femmes sont déjà dans une situation totalement inégalitaire par rapport aux hommes. C'est-à-dire, quand on regarde les pensions moyennes, aujourd'hui, ils tournent autour de 690 € par mois, contre 900 € par mois pour un homme moyenne. Et donc, cette situation précaire, elle va être encore renforcée avec les mesures qui sont là. Tout le monde parle du rallongement de la pension à 67 ans. C'est vrai que ce n'est qu'une mesure, il y a d'autres mesures qui sont déplorables dans la réforme. Mais cette mesure, ça veut dire que les femmes, ce sont les femmes qui vont travailler plus longtemps, parce que c'est elles qui sont obligées de travailler plus longtemps, parce qu'elles ont déjà des carrières qui sont très courtes, assurées, qui ne leur permettent pas d'avoir une pension correcte. Donc les femmes essayent, quand elles ont la possibilité, de travailler le plus possible pour avoir une pension plus ou moins correcte, même si ça reste difficile. Et donc, qui va travailler jusqu'à 67 ans, ce sont les personnes qui en ont le plus besoin. Donc ce sont elles. Il va y avoir aussi une révision des conditions d'accès à la prépension. Déjà, les femmes n'ont moins accès à la prépension parce que là, il faut avoir travaillé une carrière, voilà, il y a des conditions qui sont déjà difficiles pour les femmes, mais ici on va encore augmenter les conditions, on va les durcir encore. Et donc ce sont tous des éléments, et on peut encore citer plein, il y en a plein. La réforme des pensions est plein de pièges pour les femmes. Et donc tous ces éléments-là font que les femmes vont y perdre. Si le gouvernement, de nouveau, avait appliqué la loi du gender mainstreaming, cette fameuse loi, eh ben, on n'en serait pas là. Donc le combat continue ? Bien sûr, plus que jamais, surtout sur les questions socio-économiques. Ouais. Voilà. Alors, toujours en matière de droit, Vie féminine s'illustre par la Caravelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la Caravelle, Madame Afida Bachir? Alors, la Caravelle des droits des femmes, je vais revenir à la solidarité avec d'autres femmes dans d'autres mondes. La forme, elle nous a été inspirée par un projet au Maroc. Donc, les féministes au Maroc
ont développé la caravane de l'égalité pour aller vers des villages retirés, pour informer les femmes sur le changement qui se sont opérés au niveau notamment de la Moudawana il y a quelques années. Et donc on trouvait ce projet super génial d'aller quelque part, d'avoir quelque chose d'itinérant. Et en plus, ça collait bien avec notre démarche d'éducation permanente qui est d'aller vers les femmes. Simplement, ici, on sort des groupes figés, des groupes qui existent quelque part, et on va. Donc, on a eu c'était tout un dispositif qui a été pris en charge par les femmes dans les régions. Donc, ce n'est pas la nationale, parce que certains pensent que c'est ça, que c'est la présidente et quelques personnes de l'équipe nationale qui sont parties faire le tour des villages et des quartiers. Pas du tout. Donc on avait un concept commun, on avait des animations qui étaient sur les droits des femmes et qui variaient d'une région à l'autre en fonction des besoins. Et ce sont les femmes, d'ailleurs il y a eu toute une équipe de passeuses de droits qu'on a eu à l'intérieur de la caravelle, ce sont des bénévoles qui ont été à la rencontre des femmes dans les villages. Et on a fait beaucoup de collaborations avec des associations, avec des institutions. C'est un projet qui est global pour l'ensemble du mouvement et qui a circulé dans... J'ai peur de dire des bêtises parce que je n'ai plus les chiffres en tête, dans plus de 170, il s'est arrêté dans 170 localités différentes, en Wallonie et à Bruxelles. Et chaque fois, il y a eu des arrêts d'un jour, il y a eu des arrêts de 3 jours, de 4 jours. Et on a mis les tentes et ce sont des espaces où on a fait de l'information au droit. Et donc, ce qui nous est arrivé de faire, par exemple, je parlais tout à l'heure des violences conjugales, c'est d'informer les femmes sur leurs droits par rapport aux violences conjugales sur l'espace public. Donc, on a mis les tentes et il y avait des groupes de femmes qui étaient informés parfois par des gens avec lesquels on a travaillé. On a travaillé beaucoup d'institutions, avec des CPS, avec des syndicats, avec des mutuelles. Et on a développé tout un programme d'information qui reste d'ailleurs toujours là, mais simplement les dispositifs, on ne l'a plus. Quel a été l'accueil? Est-ce qu'il y a eu des Alors, réactions? l'accueil a été excellent un peu partout, sauf quelques endroits où ils n'acceptaient pas qu'on puisse faire du travail qu'avec les femmes. Parce que c'était, voilà, si on n'était pas ouvert aux hommes, on ne pouvait même pas mettre notre tente sur certains espaces, ce qui est quand même un peu gros, hein, enfin voilà. Mais c'était quand même rare. L'accueil des femmes a été très intéressant. On a appris aussi plein de choses, parce que ça aussi, c'était pas nécessairement en termes de réalité de vie, parce que ça, on s'attendait vraiment à avoir des tas de situations qui sont difficiles, mais ça a été amplifié par le contexte d'austérité, amplifié par toute une série d'éléments. Donc, l'accueil a été très bon. Maintenant, on a parfois été un petit peu accueillis les gens étaient étonnés de nous voir. Le fait d'afficher droits des femmes, ça n'a pas été nécessairement... certains venaient nous demander, tiens, pourquoi défendre les droits des femmes et pas les droits des hommes? Vous continuez donc, à travers vos thématiques que vous abordez, votre mobilisation, vos sensibilisations en matière pour promouvoir l'égalité, l'émancipation. Vous ne vous arrêtez pas à ça. Il y a un travail aussi, là vous avez mis sur pied un magazine donc, qui s'appelle Axel, donc vous travaillez avec des journalistes. Parlez-nous de ce magazine, des sujets qui sont abordés dans ce magazine et comment est-ce qu'ils sont décidés, comment est-ce qu'on décide d'un sujet. Et je reviendrai sur le dernier numéro qui est consacré à un dossier sur la question du foulard. Alors, c'est un dossier intitulé « Sous le foulard, la galère ». Ce sont des femmes, elles portent le foulard. Elles ont raconté au quotidien, fait de petites histoires accumulées et qui, mises bout à bout, forment un système raciste oppressant. Alors, que peut-on faire pour leurs droits, pour que leurs droits soient respectés? Vous avez travaillé avec une avocate, Madame Inès Wouters, qui vous a donné qui a même donné dans ce magazine des pistes de réflexion. Ce n'est pas rien du tout, vu le climat, on va dire, politique actuel. Donc Axel, c'est un magazine féministe qui, c'est vrai, à l'initiative du mouvement, mais qui a vraiment c'est un projet en soi, quoi. C'est vraiment Axel travaille avec des journalistes qui sont des journalistes externes, qui collaborent avec Axel. Donc il y a tout un travail avec ces journalistes. Alors les thématiques, elles viennent de différentes choses. Ça peut être des enjeux sur lesquels
le mouvement au travail, ça peut être à partir aussi de questions d'actualité, ça peut être... C'est vraiment au sein du magazine que se décident les différentes thématiques qui sont abordées dans le magazine. Alors ici, le dossier donc c'est un magazine d'éducation permanente aussi. C'est vraiment un outil pour nous qui permet de porter un regard critique sur une série d'enjeux de la société, qui porte un regard féministe, donc ça ne court pas les rues d'avoir un magazine féministe. Et donc il peut s'attarder sur des questions qui concernent les femmes de manière principale, mais il peut aussi s'attarder sur des enjeux plus globaux de société avec une lecture féministe. Alors le dossier ici en question, ce sont des questions sur lesquelles donc, les femmes qui sont voilées, il y en a dans nos activités depuis toujours, ça n'a jamais été un problème. Ce qui est ici, ce qu'on a voulu épingler, et ça c'est fort ressorti notamment dans le cadre de la caravelle des droits des femmes, c'est toutes les discriminations, toutes les injustices, toutes les difficultés que vivent les femmes qui portent un foulard. Parce que le contexte d'aujourd'hui a exacerbé, a accentué quelque part ces difficultés. Donc quelque chose qui était un petit peu anodine, avant on n'en parlait pas beaucoup. Bon, voilà. Aujourd'hui, ça devient un vrai problème parce que ces femmes, notamment celles qui sont interviewées dans Axel, elles expliquent comment elles sont sujettes aujourd'hui à des vraies discriminations quand elles cherchent un boulot, quand elles cherchent un stage, quand elles veulent se former, quand même quand elles ne travaillent pas, elles sont tout le temps sous des regards jugeants et donc elles commencent vraiment à... Elles avaient envie de raconter ça à Axel. Donc c'est ces choses-là qui arrivent souvent dans des groupes où on peut entendre ces vécus. Eh bien, ici, ça a été relaté, ça a été discuté avec une journaliste d'Axel. Et donc, les femmes, en fait, souvent, quand on regarde un peu à l'extérieur d'elles, on voit le voile comme un problème. Mais elles, ce n'est pas le voile qui est un problème, c'est les difficultés qu'elles ont dans le marché du travail, dans tous ces milieux. Et donc, c'était important aussi d'entendre ces réalités, même si ces réalités, elles nous sont connues, et de pouvoir aussi, c'est ce qu'elles ont souhaité, elles. Donc, on leur a aussi demandé, la journaliste leur a demandé qu'est-ce qu'elles souhaitent comme suivi par rapport à ce qu'elles ont déposé, par rapport à ce vécu qu'elles ont mis sur la table. Et elles ont dit, on aimerait avoir des conseils juridiques par rapport à ce qui est possible quand on est face à des discriminations. Et donc, c'est ce statut-là qu'a l'article, l'interview de Inès Waters, c'est des conseils qui sont individuels et qui sont renvoyés à ces femmes. Maintenant, ça n'empêche qu'on peut avoir aussi des espaces collectifs pour se renforcer, pour pouvoir échanger, pour pouvoir aussi créer des solidarités, pour faire en sorte que d'autres femmes qui ne portent pas le voile changent le regard qu'elles ont sur ces femmes voilées. Donc il y a un travail qui doit se faire à géométrie à différents niveaux par rapport aux difficultés qu'elles ont mis sur la table dans le cadre de cet article. C'est déjà beaucoup d'en parler, c'est déjà beaucoup d'avoir une écoute par rapport à ce problème. Donc si en plus de ça, et à ce moment-là, est-ce qu'il y a une interpellation qui se fait Pour nous, quand on travaille sur les questions de droit, il faut travailler sur les droits de toutes les femmes et pas uniquement d'une catégorie. Donc, si on veut être correct et si on veut travailler sur les droits de toutes les femmes qui sont voilées, elles ont le droit de travailler, elles ont le droit de se former, elles ont le droit d'aller dans les établissements pour avoir un enseignement public. Donc pour nous, ce sont des questions de droit. On ne peut pas avoir des droits à géométrie variable en disant il y a des droits au rabais et il y a des droits qui sont conditionnés pour certaines. Et donc pour nous, cette interpellation sur les droits qui nous vient aussi de tout le travail sur la caravelle, elle est importante. Alors elle est à renvoyer pas uniquement aux politiques qui ont les compétences droits des femmes ou égalité des chances, ou égalité tout court dans leurs attributions, mais elle est renvoyée aussi aux institutions. Parce que ces femmes, quand on lit leurs témoignages, elles parlent aussi de la manière dont elles sont reçues dans certains lieux. Et ça ne demande pas des lois, ça demande plutôt de changer le regard qu'on a sur les personnes, d'être beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus accueillante. C'est pas parce qu'on porte un foulard qu'on a le droit d'être accueilli de manière qui est
n'est pas correcte. Qui n'est pas correcte. Maintenant, autant vous avouer que le travail qu'on a pu faire dans le cadre de la caravane nous a montré que les femmes, en général, et surtout celles des milieux populaires, peu importe leur nationalité et leur culture, sont confrontées à des jugements de la part des institutions. Donc, surtout quand elles sont en situation de précarité. C'est-à-dire qu'on ne va pas les accueillir nécessairement de manière très correcte. Donc, il y a un regard qui est... C'est pas pour sous-estimer le problème spécifique des femmes voilées. Je pense qu'il faudrait vraiment le prendre à bras-le-corps. Mais les femmes, en général, le regard n'est pas nécessairement un regard égalitaire qui est porté sur elles. Et donc, c'est important aussi que les institutions puissent réfléchir sur leurs pratiques, sur leur comportement, sur la manière dont elles accueillent les publics en général, mais tout particulièrement les femmes. Là encore, le combat continue, Madame Bachir. Une autre question d'actualité, on va clôturer cette émission. Une actualité malheureusement dramatique, c'est celle des réfugiés. Donc des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants fuient la guerre, la guerre dans leur pays d'origine. La presse parle de 120 000 réfugiés qui devraient être accueillis en Europe, dont 4 564 en Belgique. Alors, Vie féminine, c'est pas nouveau de travailler sur la question des droits des étrangers. Et ici, la mobilisation se fait aussi autour de cette question des réfugiés actuels. Comment concrètement est-ce que vous allez organiser cette mobilisation? D'abord, en tant que mouvement, comme vous le dites, on a une tradition quand même de travailler sur ces questions-là depuis les années 60 avec l'immigration italienne, l'immigration espagnole, puis dans les années 70 l'immigration turque, marocaine. Le mouvement a développé beaucoup de solidarité entre les femmes belges et les femmes qui venaient d'autres pays. Elles ont développé des cours d'alphabétisation. Donc on a une histoire derrière nous qui est importante. Et donc il y a quelque chose qui nous est quelque part, dont on hérite en tant que militant du mouvement aujourd'hui, qui est toute cette tradition de solidarité et d'accueil des femmes migrantes. On s'est beaucoup mobilisé sur des dossiers droit de vote, les droits des étrangers en général, le droit d'asile, la régularisation. On a beaucoup travaillé sur des questions de comment prendre en compte les situations spécifiques des femmes dans le cadre de procédures de régularisation et de procédures d'asile. Donc on a quand même contribué à faire avancer une série de choses, à créer aussi une coordination de genre à l'intérieur des institutions pour pouvoir mieux analyser les problèmes spécifiques des femmes. Et donc pour nous, la mobilisation, elle doit rester au niveau de la solidarité dont je parlais, donc c'est important. Et je sais que dans différentes régions Vie féminine, elles sont en train de s'organiser pour pouvoir accueillir, vraiment faire l'accueil de première ligne avec d'autres associations, en s'appuyant aussi sur des associations qui ont une tradition aussi d'accueil des réfugiés et des institutions qui sont équipées pour ça. Mais il y a aussi un travail politique aussi d'attirer l'attention sur la situation spécifique des femmes. C'est ça notre contribution. Alors on rallie d'autres organisations sur les revendications plus générales sur l'accueil, la prise en compte des situations de ces personnes qui fuient la guerre. Vous l'avez dit, ils ne sont pas des gens qui sont venus pour dire voilà, on s'ennuie dans notre pays et on vient. Donc ils sont dans une situation, une guerre qui a été quand même provoquée par... qui a été provoquée quand même par qui ne vient pas uniquement des Syriens, qui vient aussi qui rejoint un peu des enjeux internationaux et de pouvoir apprendre dans ces pays. Donc on a une co-responsabilité en tant que pays occidentaux par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc il y a une urgence à prendre en charge, à accueillir correctement, parce que c'est pas normal. Hier, je voyais au parc Maximilien où il y a les réfugiés syriens qui sont, c'est pas normal qu'il y ait autant de personnes sous des tentes. Aujourd'hui, il a fait froid. Et ce sont des familles, il y a des enfants et tout. Ça, c'est pas un accueil digne. Et donc, on a l'impression qu'on est... Aujourd'hui, on a accepté qu'il y ait autant de personnes ici en Belgique, mais le reste ne suit pas. Même s'il y a le gouvernement fédéral a quand même dégagé des moyens pour ouvrir des places. Mais l'accueil avant ici, pour aller à l'Office des étrangers, pour pouvoir... voilà, l'Office des étrangers, il a une capacité aussi qui est restreinte. Donc, ils ne peuvent pas non plus faire des miracles. Ça n'a pas été anticipé. Et donc, on voit toutes ces familles qui sont là, qui ne devraient pas être là. Et donc ça, c'est important qu'on porte avec d'autres organisations qui se battent pour les droits humains, tout simplement, pour que ces gens puissent être acceptés. Il y a le travail politique qui reste essentiel. Alors je sais que ce n'est pas évident avec le gouvernement qui est là.
Mais il y a des directives européennes qui doivent être respectées. Il y a des directives qui, normalement, prévoient ce genre de situation. Mais il n'y a aucune volonté politique de le mettre sur pied. Il y a la directive sur le statut temporaire qui donne des orientations au pays pour pouvoir accueillir correctement, prendre des dispositions pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme celles qu'on connaît aujourd'hui. Mais ces directives ne sont pas suivies. Alors comment est-ce que justement la société civile, puisque elle est là, elle est présente, elle est solidaire, comment est-ce que on pourrait éventuellement imaginer l'interpellation du politique par la société civile? Mais je pense que la manière dont se mobilisent aujourd'hui les citoyens, le monsieur, madame, tout le monde, est en train de donner un signal fort aux politiques. Dans un contexte où il n'y a même pas 15 jours, on nous disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Aujourd'hui, la population belge est en train de montrer qu'elle est solidaire avec eux. Et donc, moi, je suis impressionnée par tous les mouvements de solidarité qui sont en train de se mettre en route. Tout ça, c'est un signal politique. D'ailleurs, on voit bien comment certains politiques, soit se taisent, soit commencent à changer leur discours par rapport à l'accueil, par rapport au racisme, parce qu'on a quand même vécu des situations qui sont intolérables d'insultes racistes, de propos racistes qui ont été relayés par la presse. Aujourd'hui, on est en train de lancer un message que tout ça n'est pas permis. C'est pas normal qu'on puisse avoir des propos racistes et qu'on puisse ne pas être solidaire par rapport à des gens qui ont tout perdu. Alors évidemment, il y a aussi des interpellations de dire, bon, quand on s'occupe de ces personnes, on ne s'occupe pas des pauvres d'ici. Moi, je pense que ça ne doit pas nous faire oublier les combats de lutte contre la précarité de toutes les personnes qui sont ici, que ce soit des personnes qui sont sans domicile, que ce soit les personnes en situation de précarité, les femmes seules avec enfants, les personnes âgées qui sont des petites pensions, les chômeurs qui sont exclus. L'un n'empêche pas l'autre. On doit justement rester solidaire dans des moments comme ça. Et ça va s'organiser, et encore une fois, le combat continue, bien Madame sûr. Bachir. Alors, merci beaucoup, Madame Bachir, d'avoir participé à cette première émission Femmes au pluriel. J'espère que ça vous a plu et que justement ça va apporter beaucoup de choses aux téléspectateurs et téléspectatrices surtout. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire comme mot de la fin? Moi, j'aime bien un petit slogan, puisqu'on parlait de solidarité, c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà. C'est un très beau mot de la fin. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine émission Femmes au pluriel.